Et c'est donc un marathon télé qui commence ce soir pour les candidats à la primaire de la gauche. TF1 diffuse le premier débat. Céline, pas de surprise, la chaîne reprend une formule déjà bien Oui, connue. si vous avez un petit sentiment de déjà-vu, c'est tout à fait normal, puisque c'est le même plateau que pour la primaire de la droite, le même décor Mm, aussi, avec une toute petite différence. On sera davantage dans les tons rose et rouge que dans les tons mm. bleus. Voilà, ce sera aussi la même disposition, des pupitres en arc de cercle devant les trois intervieweurs. Gilles Boulot pour TF1, Elisabeth Martichoux pour RTL, Mathieu Croissando pour l'Obs. Et c'est donc parti pour 2 heures de débat. Avec des temps de parole toujours aussi contraints. Alors ce sera quand même un tout petit peu plus souple. Les Mm. candidats auront 1 minute 30 par intervention contre 1 minute pour leurs collègues Ah, de la droite, avec aussi le même cérémonial. Chacun fera une introduction d'1 minute 20 avant le débat et une conclusion d'1 minute 20 aussi en fin d'émission. Et c'est le tirage au sort qui a décidé de l'ordre. Manuel Valls parlera le premier, François de Rugy le dernier. et en tout, il y aura donc 4 Voilà, débats. 4 débats, C'est exactement serré, hein. comme pour la droite, sauf qu'effectivement le calendrier est beaucoup plus resserré. Mm. 12 janvier, 15 janvier, 19 janvier, ouf, et 25 janvier pour le débat de l'entre-deux tours, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour les chaînes, en tout cas sur le plan des audiences. Et les audiences, justement, on peut s'attendre à quoi? Alors, on va dire que si les audiences sont les mêmes que pour la primaire de la droite, ce sera un énorme succès. Il faut rappeler les Mm. chiffres, 5,5 millions de téléspectateurs pour le premier débat, 8,5 millions pour le débat de l'entre-deux tours. On était vraiment à des niveaux très élevés. Or, cette primaire, voilà, c'est la deuxième Mm. primaire. C'est pas inédit non plus au sein du Parti socialiste. Le calendrier aussi complique la donne. Donc, les audiences seront certainement très bonnes, mais personne n'ose espérer faire aussi bien qu'au mois de novembre. Et le débat à 21 h ce 21 h, soir et vous nous donnerez les audiences évidemment demain matin très attendu. à 9 h 07 précisément. Vous avez choisi aussi ce matin, Céline, de nous emmener en Turquie, la Turquie où la liberté de la presse n'est plus qu'un vœu pieux Oui, visiblement. vous savez que depuis le putsch raté de l'été dernier, les journalistes sont victimes d'une grande vague de répression. 177 médias turcs ont été fermés par le gouvernement. Plus d'une centaine de reporters ont été emprisonnés. Mais malgré la peur, malgré les arrestations, certains journaux tentent de continuer à informer. C'est le cas de Cumhuriyet, qui est l'un des plus célèbre quotidiens d'opposition, le seul d'ailleurs à ne pas avoir été fermé. Et vous avez pu visiter les locaux. Élise Delève, bonjour, Bonjour. journaliste au service Monde de France Info. Vous rentrez tout juste d'Istanbul et vous avez pu constater que Cumhuriyet, aujourd'hui, c'est un journal sous haute surveillance. Oui, on entre dans le siège de ce journal créé en 1924, après avoir passé des grilles, un premier point de sécurité, puis un deuxième où les bagages sont passés au rayon X. Aïda Negin nous reçoit dans son bureau au 5e étage. Il a pris la tête du journal par la force des choses, car les autres cadres ont tous été arrêtés. De sa fenêtre, on voit d'un côté le palais de justice et de l'autre le cimetière, deux lieux que les journalistes fréquentent trop souvent, pense l'éditorialiste. Hükümet için, iktidar için birincil hedef Réduire au silence le Cumhuriyet est devenu l'une des priorités du gouvernement. Cette répression a commencé par l'arrestation de Can Dündar, le rédacteur en chef. 6.30'da Et puis un matin, les domiciles de 13 journalistes ont été perquisitionnés. basıldı. Gözaltına alındılar. Perquisition, garde à vue, détention. 11 journalistes de Cumhuriyet sont actuellement en prison. Aïda Negin a été arrêtée puis relâchée au bénéfice de l'âge, 76 ans. Et depuis le coup d'État manqué, la pression que subit son journal est constante. Des procédures judiciaires qui n'en finissent pas, des arrestations, de la surveillance et une asphyxie financière avec notamment un embargo publicitaire. Cumhuriyete reklam veren Les sociétés firmalara, qui veulent un encart patronlara, publicitaire dans notre journal sont contactées par des conseillers du service de la présidence. Ils leur disent « Merci de vérifier vos dernières pubs, il doit y avoir une erreur ». C'est une mise en garde très sérieuse. Alors pour faire face, le journal vient d'augmenter son prix. Il coûte maintenant 2 livres turcs, soit 50 centimes d'euros. C'est 25% de plus que les autres journaux. C'est le quotidien le plus cher de Turquie aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, cela n'a pas fait baisser ses ventes. Au contraire, Cumhuriyet a également lancé une souscription auprès de ses lecteurs. Alors, il y a un autre problème dont vous ont parlé les journalistes, Élise, c'est l'autocensure. Oui, j'ai rencontré Nazan Ojun. Elle s'occupe de la une du journal. Dans sa salle de rédaction, pas de décoration, rien au mur, juste quelques tables et quelques ordinateurs. Nazan ne craint pas les sanctions financières, mais confie qu'elle s'autocensure parfois.
Nous devons faire très attention, et ce n'est pas par rapport au gouvernement. Moi, j'ai peur de porter préjudice à mes collègues emprisonnés. C'est ça qui m'importe, pas la pression que met le gouvernement. C'est tout ce qui peut arriver de mal à mes amis qui m'inquiète. Donc c'est assez délicat. Devant Nazan, la une du lendemain, et en bas à droite, une case vide. On inscrit le nom des journalistes emprisonnés et on laisse un vide où ils auraient dû écrire, raconte la journaliste. Et vous savez depuis quand elle travaille à Cumhuriyet ? Depuis longtemps ? Depuis Non, longtemps. depuis le mois de septembre. Alors pourquoi elle a pris ce risque ? Sa réponse est simple et claire. Je voulais faire du journalisme et c'est le seul endroit en Turquie où on peut. Et en tout cas, le cas de Cumhuriyet est assez symbolique de la situation en Turquie. La Turquie qui est devenue, selon les mots de RSF, la plus grande prison du monde pour les journalistes. Oui, actuellement, selon RSF, il y a 150 journalistes emprisonnés en Turquie. Et si on parle des médias généralistes, écoutez bien ce chiffre, 72% sont gérés par des patrons qui ont des liens avec Erdogan. La pluralité n'existe presque plus en Turquie et pour la faire survivre, les médias d'opposition ont besoin de soutien international comme ils ont besoin d'eau et d'air. Ça, ce sont les mots du patron de Cumhuriyet. Élise Delève, de retour d'Istanbul, de ses locaux, donc du journal d'opposition Cumhuriyet. Merci beaucoup. L'actualité média encore, Céline, et une confirmation ce matin, Jean-Pierre Elkabbach quitte Europe 1 pour rejoindre iTélé. Oui, il va assurer les interviews politiques et les grands entretiens, nous dit la chaîne. Et ce n'est pas tout. Le journaliste de 79 ans qui a été écarté de la matinale d'Europe 1 est également nommé conseiller auprès de Vincent Bolloré. Et puis le futur grand festival français des séries télé se tiendra soit à Paris, soit à Lille. Voilà, puisque ce sont les deux villes finalistes qui ont été choisies hier par le ministère de la Culture, qui va maintenant devoir départager les deux projets. Bordeaux, Nice et Cannes aussi étaient candidates. D'ailleurs, le maire de Cannes s'est dit décidé à organiser son propre festival de séries, quoi qu'il arrive. Donc il y aura peut-être deux festivals de séries, première édition en tout cas prévue en 2018. Céline Asselot pour l'Infomédia.